ne pas parler trop fort. Alors, merci d'avoir affronté les éléments pour venir jusqu'à nous. Donc, moi, je suis Anne-Sophie Courdeau, journaliste à la Croix du Nord et auteure d'un livre sur Claude et sur son œuvre, sur ses œuvres. Donc, Claude, et je laisse Jean-Paul se présenter. Voilà, Jean-Paul de Rangle, je suis enseignant d'histoire de l'art à Lille 3, ici, et très sensible à toute la création actuelle en relation précisément avec des traditions chrétiennes ou en relation avec l'Église. Donc, il y a une énorme production aujourd'hui et Claude en est un des témoins brillants et passionnants. Donc, je suis très heureux d'être ici pour rendre hommage à sa création. Alors, je vais commencer, j'ai la lourde tâche de présenter Claude. Alors, Claude est un sculpteur chrétien de culture protestante, contemporain et roubaisien, militien, cet attachement à Roubaix. Chirurgien dentiste, il a commencé à exposer en 2003. Il s'est d'abord fait connaître par ses sculptures en bronze aériennes, sans tête, avec un trou à la place du cœur. Loin d'être morbide, ce trou évoque l'amour du Christ, un cœur brûlant d'amour. L'artiste cherche ainsi à révéler une présence par le vide. C'est quand je suis vide de moi-même que je laisse la place aux autres, dit-il. Il aurait pu se contenter de ces belles statues patinées, dans un esthétisme flatteur, mais il a voulu aller plus loin dans une cohérence entre son art et sa foi. Peu à peu, son art a donc évolué. Il a fait le choix de matières dites pauvres, comme dans le mouvement Arte Povera. Verre, bois, grillage, fil de fer, acier et même habits récupérés s'animent sous ses mains. Cet art met aussi en avant des objets de la vie de tous les jours, comme une échelle, un miroir, une vitre, un panneau de signalisation, qui deviennent avec lui autant d'outils pour dire la foi, mais aussi la solidarité et les valeurs positives. À travers ses œuvres, il porte un regard sur l'actualité, sur la société et veut nous le transmettre. Ses sculptures et scénographies parlent de bénévolat, de solidarité, de société de consommation, de la paix, du drame des migrants en Méditerranée aussi. L'art contemporain est porteur de sens avec des artistes comme Claude Kinza. Aussi, son art est intimement lié à sa foi qu'il sculpte en 3 dimensions. Que ses sculptures soient en bronze, en fer, en verre, l'artiste sculpte l'évangile pour mieux le partager. Le Christ qu'il nous propose est un Christ de l'humilité. Le Christ à la main basse, par exemple, évoque ce visage de Jésus qui s'abaisse, un Christ fragile, serviteur, parce que l'amour est fragilité et service. Donc je vous laisse maintenant découvrir un peu plus l'œuvre de Claude, puisque ce soir il accepte de nous décrypter son univers. Merci Anne-Sophie. Petit détail, le livre d'Anne-Sophie se trouve chez Tirlois, pour ceux qui connaissent la librairie Tirlois à Lille. Alors le sujet de ce soir c'est le suivant, artiste et art contemporain, point d'interrogation. Quand on évoque l'art contemporain aujourd'hui, on a toutes les réactions diamétralement opposées, des plus positives aux plus négatives et aux plus violentes aussi. Quand je parle de réactions positives, j'ai par exemple découvert que des personnes dans le monde passent leur vie dans les salons, dans les foires d'art contemporain. Ils se retrouvent entre eux, ils se connaissent, des gens très fortunés, et ils passent leur temps d'exposition, de foire en foire, pratiquement toute l'année, par exemple. Et à côté de ça, vous avez des gens qui sont d'une violence incroyable contre l'art contemporain. Alors, qu'est-ce que l'art contemporain? Qu'est-ce qu'un artiste contemporain? C'est le sujet que je vais essayer de vous présenter en quelques mots. Tout
de suite, je vous dis qu'on va essayer de s'arrêter à 20 h parce que plusieurs d'entre vous vont à une autre conférence chez les Dominicains, donc on va essayer de respecter 20 h pour terminer. On va vous laisser aussi un petit temps de parole et un petit temps de réflexion par rapport à l'œuvre. Je ne sais pas si c'est une œuvre d'ailleurs, c'est plutôt une chose, un objet, je ne sais pas, c'est là au milieu de vous. Et avant de parler, de prendre le sujet, on a la chance d'avoir avec nous Jean-Paul Durand, qui est donc professeur d'histoire de l'art, qui me semble-t-il, parce que je suis ses formations depuis plusieurs années maintenant, donc je suis aussi étudiant et élève de Jean-Paul, et ça se passe pratiquement une fois par mois au Mont, le jeudi soir. Donc si ça vous intéresse de suivre la formation de ça, tu peux nous en parler après, de Jean-Paul au centre du Mont, ben, n'hésitez pas. Alors l'art contemporain, quel est le regard, quelle est la vision de spécialistes comme Jean-Paul par rapport à l'art médiéval, par rapport à l'art classique, etc. Je lui laisse la parole pour me donner son point de vue par rapport à l'art contemporain. Alors, je ne vais pas répondre comme un universitaire. Effectivement, à l'école, il y a des périodes. Tu les as énoncées, et des périodes qui, normalement, sont distinctes les unes des autres. La périodisation relève d'une relecture de l'histoire extrêmement idéologique, qui consiste à distinguer, par exemple, le Moyen-Âge, période a priori intermédiaire, entre la grande Antiquité et puis la grande Renaissance et l'époque classique. Donc je ne vais pas m'inscrire du tout dans ce cursus très scolaire, parce que, à vrai dire, l'expression de contemporain me gêne beaucoup d'un point de vue historique, surtout quand on limite l'expression et l'usage de contemporain à ce qui se passe finalement aujourd'hui. Le contemporain, pour moi, c'est une situation de mise en relation précisément de temps différents. Pour faire bref, j'estime que quand je visite une cathédrale médiévale, gothique, Chartres, je suis contemporain de la cathédrale. Je foule les pierres des gens qui ont foulé à l'époque médiévale, je vois les œuvres que eux ont vues, et donc je suis dans une stricte contemporanéité avec des générations qui m'ont précédé. Et précisément, l'œuvre d'art rassemble. Et elle rassemble non seulement à une échelle horizontale, mais elle rassemble aussi à une échelle verticale. Et donc, par l'œuvre d'art, quand je suis dans une pyramide égyptienne, quand je suis dans un temple grec, quand je suis au Mexique, quand je suis en Asie, je suis de plein pied avec ceux qui l'ont conçu, avec ceux qui l'ont entretenu, ceux qui l'ont parfois transformé, mal restauré, tout ce qu'on veut, et qui aujourd'hui arrivent. Et ça, c'est un grand phénomène extraordinaire de pouvoir créer une situation de rencontre, d'une part entre des personnes différentes, des âges différents, des générations différentes. Et donc la contemporanéité n'est pas une catégorie qui permettrait de distinguer le Moyen-Âge de la période classique, mais c'est une opération, une effectuation d'une mise en relation. Et par exemple, quand on a visité l'exposition avec toi tout à l'heure, eh bien, il y avait plusieurs types de contemporanéité. Tu étais toi-même dans une contemporanéité, les spectateurs étaient dans une contemporanéité avec l'œuvre, précisément rentrés dans l'œuvre, qui a été faite à un autre moment, et il y a cette synergie extraordinaire qui fait qu'une société émerge du fait d'une œuvre d'art avec laquelle des personnes très différentes sont en relation, et une relation relativement heureuse, parce que l'art est positif, et l'art impulse justement une vision du temps qui n'est pas celle de l'instant, mais qui est une vision du temps beaucoup plus transcendante, et l'instant présent, effectivement, compte, mais c'est un instant qui devient extrêmement riche de toute la dimension du passé, et aussi de la dimension de l'avenir. Et donc, notre monument aujourd'hui, des œuvres sont contemporaines de nous, elles sont contemporaines de générations qui nous ont précédées, et elles sont contemporaines de générations qui vont arriver. Donc
c'est vraiment un éclatement de la notion du temps. Et précisément, cette mise en synergie, pour moi, c'est le signe d'une assemblée, c'est le signe d'un rassemblement et d'un dialogue entre l'artiste et les récepteurs de l'œuvre, entre les gens qui reçoivent cette œuvre, qui ont des points de vue différents, des interprétations différentes, entre ce que cette œuvre est quand tu n'es pas là, parce que tu n'es pas toujours là pour dire ce que tu vois. Et donc, cette œuvre est extrêmement changeante en devenir. Elle n'est pas la même hier, elle ne sera pas la même demain. Tout dépend de ceux qui sont rassemblés autour de cette œuvre. Et il faut vivre cette œuvre d'une façon prophétique parce que c'est finalement l'annonce d'un temps nouveau où il n'y aura plus, pour gloser un peu Saint Paul, où il n'y aura plus ni passé ni avenir, mais un temps présent d'une telle plénitude que ce temps sera le jour où l'humanité advient du fait de ce dialogue entre les âges, entre les personnes, entre les œuvres et les spectateurs, etc. Voilà, donc je défends une contemporanéité qui fait éclater les catégories et qui met en relation le plus possible. Je pense que c'est l'esprit de tes créations. Merci Jean-Paul. Je prends la parole, mais j'aimerais dire tout de suite que je ne suis qu'un artiste, un créateur, entre guillemets. Je ne suis ni professeur d'histoire de l'art, ni commissaire d'exposition, ni philosophe de l'art, etc., etc. Je ne suis qu'un artiste. L'art contemporain. L'art contemporain est grotesque, dérisoire, affligeant. Cette affirmation est d'un grand philosophe français contemporain, qui n'est autre que André Comte-Sponville et qui est absolument opposé. Depuis 30 ans, il ne met plus les pieds dans la moindre exposition d'art contemporain, etc. Je suis aussi surpris et affligé de voir que André Comte-Sponville ose dire ça, il le dit de cette façon avec autant de violence. Parce que pour ma part, dans l'art contemporain, j'ai trouvé vraiment, je dis, une sorte d'épanouissement. Qu'est-ce à dire? Je vais essayer de présenter 7 points qui personnellement me touchent particulièrement en art contemporain et dans lesquels j'ai fait mes choix. Pour ce faire, parce que pour essayer d'y voir clair, c'est quand même pas évident, l'art contemporain est quand même un magma énorme, ça va dans toutes les directions. Il y a plein de catégories, de sous-catégories à l'art contemporain. Il y a, par exemple, le land art, il y a le récup art, il y a l'arte povera, et il y en a comme ça des dizaines et des dizaines de sous-classifications, de sous-catégories. Qu'est-ce qui me plaît dans l'art contemporain? Le premier point que soulève d'une façon très éloquente, c'est un livre que je vous conseille si la question vous intéresse, de Nathalie Hennig, Le paradigme de l'art contemporain. Premier point, transgression des frontières ou expérience des limites. En art contemporain, on a une liberté totale. Alors ça, c'est formidable. On peut tout faire en art contemporain. On est dans les limites de l'authenticité de l'auteur. L'auteur, et c'est mon cas, ne fabrique pas forcément lui-même l'œuvre. Autrefois, et en particulier en art moderne, Picasso faisait ses Picasso, Braque faisait ses Braque, Matisse faisait ses Matisse, point. En art contemporain, si vous avez envie de faire appel à tel autre artiste, tel autre fabricant, telle autre industrie, parce que ça va jusqu'à l'industrie, pour faire une œuvre d'art, on peut le faire. Deuxième transgression des frontières de l'art, il n'y a plus de limite de taille. Autrefois, les gens étaient quand même coincés par la taille d'un cadre, ou disons d'une façon raisonnable, d'une taille d'une sculpture. Aujourd'hui, en art contemporain, des gens comme Christo vous emballent de Pont Neuf, ou même le Reichstag. Alors vous imaginez la taille du Reichstag, vous imaginez la taille des toiles qu'il faut mettre sur le Reichstag pour l'emballer, il n'y a plus de limite de taille.
En art contemporain, il y a eu évidemment aussi des extrêmes. Et il n'y a plus de limite du bon goût. Et dans les premiers, on considère que l'art contemporain a commencé dans les années 50, avec une préhistoire avec Marcel Duchamp, mais disons que globalement, on considère que l'art contemporain a commencé dans les années 50. Et dans les limites du bon goût, il y a un exemple fameux de Piero Manzoni, avec en français sa mère d'artiste, des boîtes de conserve, 4,8 cm de hauteur, 6 cm de diamètre, dans laquelle il y avait des excréments. Alors, est-ce que c'était des œuvres d'art? Toujours est-il qu'il en a fait 90, et a pas réussi à vendre toutes les 90, mais il les vendait quand même à 30 000 €. Limite aussi par rapport au côté financier. Transgression du bon goût, autre transgression de la morale. Alors là, évidemment, aussi, il y a eu des extrémités parfois impensables. Par exemple, l'actionnisme viennois. Et j'aime raconter cette anecdote qu'un jour, je me suis retrouvé à Beaubourg, je crois que c'était en 1993, une exposition des actionnistes viennois. Donc c'était un mouvement qui eu en art contemporain, énormément de mouvements qui se sont créés, qui ont duré quelques années, qui se sont arrêtés, etc. C'est un mouvement donc avec des jeunes d'origine autrichienne et puis principalement des performances, des vidéos, mais d'une... Enfin, je ne sais pas quel terme employer, tellement ça pouvait être salace. Et quand on s'est retrouvé avec mon épouse et mes petites filles dans cette exposition à Beaubourg, Pompidou, on était vraiment inquiets parce qu'il fallait qu'on s'arrange pour que la petite fille ne rentre pas dans la salle où il y avait les projections en question. Je vais cracher le morceau, simplement pour vous dire qu'on voyait des hommes nus et des femmes nues qui urinaient les uns sur les autres. Vous voyez le genre d'œuvre de performance. Bon. Transgression de la morale. Il y a une transgression aussi, et ça c'est très intéressant pour ceux parmi vous qui étaient à la visite guidée tout à l'heure, qui est intéressant, c'est une transgression des catégories de l'art. Je n'ai pas évoqué en préambule les catégories de l'art, mais je pense que vous les connaissez, et c'est quand même bien de se les rappeler parce que ça permet de mieux comprendre. Donc, il y a plusieurs classifications des catégories de l'art. La plus courante est la suivante. Donc, il y a d'abord les arts qui existent depuis longtemps: architecture, sculpture, peinture, dessin, musique. Cinquièmement, la littérature. Et en sixième catégorie, le théâtre, la danse, le mime et le cirque. Cette sixième catégorie est rangée sous la catégorie des arts vivants. Donc ça existe depuis très longtemps. Mais sont apparues d'autres catégories depuis quelques années, sinon décennies. Le cinéma, septième art, le cinéma. En huitième, on a la radio, la télé et la photographie, qu'on regroupe sous le terme de art récent. En neuvième, la bande dessinée. Et actuellement, on est en train de incorporer une dixième catégorie qui serait donc les arts numériques. Tout ce qui est fait avec ordinateur, taille 3D, etc., etc. Deux petites remarques pour ces catégories. Curieusement, la cuisine ne s'y trouve pas, non plus la mode. Autre remarque qui me paraît importante, c'est que ces catégories évoluent en fonction de la technique. Mélange des catégories de l'art. Ça, c'est aussi une des caractéristiques de l'art contemporain. C'est-à-dire que dans une même œuvre, vous pouvez avoir, comme on l'a vu tout à l'heure, de la sculpture et de la photographie. Vous pouvez avoir de la sculpture et du théâtre, de la danse, souvent sous forme de performance, et vous pouvez avoir toutes sortes de mélanges. Il y a même des artistes qui s'arrangent pour faire en sorte qu'on retrouve dans une œuvre les 7 ou 10 ou les 9 catégories d'art, en s'amusant par exemple de rajouter de la musique, de rajouter du théâtre, de rajouter de la photographie, etc. dans une œuvre
Alors, évidemment, dans toutes ces limites de transgression, il y a aussi évidemment souvent la volonté de provoquer, la volonté de choquer. Comment je me situe par rapport à ça? J'avoue que je ne rentre pas du tout dans cette volonté de choquer pour choquer, de bousculer les gens pour bousculer les gens. Alors c'est très curieux parce que ce qui choque l'un ne choque pas l'autre, et on a des situations assez cocasses. Par exemple, le fameux crucifix de Germaine Richier au plateau d'Assis, qui a fait un scandale pas possible. Et puis maintenant, tout le monde regarde ce crucifix de Germaine Richier, et puis il n'y a plus personne. Donc là, c'est très aléatoire, mais cette provocation, évidemment, a fait pas mal de dégâts au niveau de l'image de marque de l'art contemporain. Par rapport des catégories d'art, ça s'est coupé, non? Vous m'entendez toujours? Oui, pardon. Donc par rapport à ce mélange des catégories d'art, les fameuses performances. Alors j'ai eu la joie, parce qu'avec Jean-Paul, j'ai eu quand même la possibilité déjà de faire 3 ou 4 mises en commun entre des week-ends et autres, et de faire une performance au Mans avec l'œuvre que vous avez vue de l'échelle et des sacs publicitaires, et je te laisse en parler. C'est un moment privilégié, effectivement, d'une œuvre en train de se faire avec un public, effectivement, qui participe, qui rentre dans cette œuvre. Donc c'est une œuvre en général relativement éphémère parce qu'elle dure précisément le temps de sa réalisation, de sa mise en scène. Et elle concilie énormément de formules, avec effectivement la danseuse, l'acrobate qui jouait de l'échelle, avec l'échelle, plus toute une sorte de liturgie presque de l'apport de ces sacs. Et donc une inquiétude aussi de savoir qu'est-ce qui se passe, comment ça allait se terminer, quel était le message. Et ce moment est un moment précieux parce que c'est une manière de rentrer dans l'œuvre. Et donc l'œuvre nous prend tout à fait, on n'est plus dans un rapport d'extériorité, voilà, un tableau, moi, et il se passe des choses, mais disons que ça reste assez étranger. Et là, au contraire, une véritable prise, on pourrait dire comme un ciment qui prend, a saisi les artistes, le public, le thème, et cette manière d'évoluer un peu de façon chorégraphique, d'une certaine manière, de façon théâtrale, c'est vrai que le théâtre et la musique impliquent une certaine durée. La durée est un facteur important d'intégration de l'œuvre. Et en général, le gros problème justement avec une œuvre, c'est de prendre le temps, au sens le plus littéral du terme, de saisir le temps pour ne pas se laisser justement dépasser par quelque chose qui est fugitif et qui s'en va. Donc on demeure, on s'installe, on parle aussi d'installation, il y a plusieurs termes. Et donc la performance est un mot très intéressant parce qu'on va au-delà des formes, on rentre à l'intérieur des formes. Donc on rentre dans l'œuvre et on est dans l'œuvre. Et donc tout le rapport d'extériorité est complètement dissous pour une véritable participation. Et donc tout le monde se met finalement peut-être à monter aussi sur l'échelle. On n'a peut-être pas été jusque-là. Mais il y aurait certainement là, par exemple, ce qui est très intéressant, ce que tu nous as dit à propos de cette œuvre, c'est comment les personnes ont apporté des sacs, ont continué d'apporter des sacs, ont continué de faire vivre l'œuvre. Donc l'œuvre n'est jamais totalement finie. Elle appelle une participation de plus en plus importante, croissante, et la performance est la manière de rendre tout ce qui se voit, tout ce qui se dit, tout ce qui se met en scène, de rendre tout cela effectif. Donc il y a une véritable réalisation qui touche la réalité et qui est précisément la création d'une nouvelle réalité, avec des symboles, avec des personnes, etc. La performance est très très belle. Alors pour moi, pour finir sur la performance, je mets quand même en relation ces performances actuelles avec tout ce qui se passe dans une liturgie. Donc l'œuvre au Moyen-Âge, je reviens au
Moyen-Âge, parce que pour moi, le Moyen-Âge est contemporain. Donc, au Moyen-Âge, quand on participe par une liturgie, on est justement pris dans une relation qui ne supporte pas l'extériorité. Tout le monde communie. On est tous dans une relation où la messe ne serait rien s'il n'y avait pas l'assistance, s'il n'y avait pas l'assemblée. Donc tout le monde a son rôle. Et que ce soit des ministres institués qui effectivement ont un rôle officiel, mais le laïc lambda a aussi son rôle. Et finalement, c'est un rôle peut-être le plus important parce que le but, c'est non pas d'assister à un spectacle précisément avec l'extériorité, mais de rentrer dans ce spectacle et de communier. Quand on a fait cette performance, je pense qu'il y a eu une véritable communion des uns et des autres avec l'œuvre, avec des symboles, avec finalement une transcendance qui se jouait pour de vrai. Merci beaucoup. Deuxième point que j'aimerais évoquer, en art contemporain, l'œuvre n'est plus dans l'objet. L'œuvre n'est plus dans l'objet. Alors ça choque, ça touche pas mal de gens. Mais l'œuvre peut être aussi dans l'ensemble des conséquences que l'objet peut avoir. L'œuvre est aussi dans le discours. Nathalie Hennig en parle souvent dans le discours qui accompagne l'œuvre. L'œuvre est aussi dans l'acte, dans l'idée, dans les concepts, dans le geste, dans les émotions, dans le ressenti. Et donc, on n'est plus dans l'objet unique. Et ça me rappelle, mais je vais aller très vite parce que Miette Kopp allait parler une demi-heure sur cette œuvre. J'aime beaucoup Wei Wei. Wei Wei est un artiste contemporain chinois qui a toujours été en rébellion contre les gouvernements chinois et qui est un artiste contemporain qui se veut sculpteur, performeur, photographe, architecte. C'est lui qui a fait le nid du stade des Jeux Olympiques de Pékin. Vous voyez ce superbe stade. Donc il est architecte aussi, commissaire d'exposition et enfin blogueur. Donc ça vous montre, et c'est très fréquent, qu'en art contemporain, les artistes sont multicartes, pluridisciplinaires. L'œuvre de Wei Wei qui m'a particulièrement interpellé et interloqué se situait en 2011 à Londres. Avec les amis du musée de la piscine, on a eu la possibilité d'aller à Londres faire cette visite de la ville et on est arrivé à la Tate Moderne. La Tate Moderne, c'est un musée d'art contemporain qui a récupéré les locaux d'une ancienne usine électrique. Et dans ces locaux, il y a une magnifique salle énorme qu'on appelle la Turbine Hall, la salle des turbines, des machines en fait. Et dans cette salle, il y avait une œuvre de Wei Wei. Alors quand on l'a vu la première fois, vu de haut, c'était pas terrible, c'était des gravillons. Tu disais, c'était des gravillons sur 1000 mètres carrés à peu près, qui tapissaient tout le bas du turbine hall, et puis quand on a vu ça, du bouffe, vraiment c'était à la limite, ça n'avait aucune beauté, ça n'avait rien d'intéressant. C'était quand même curieux, on s'est descendu avec mon épouse jusqu'en bas, et puis là on s'est rendu compte qu'en fait de gravillons c'était des graines de tournesol. Et effectivement, le titre de l'œuvre c'est Graines de tournesol, en anglais c'est Flower Seeds. Bon, bien, d'accord, mais... Et heureusement, on a pu voir une vidéo dans une salle annexe où il y avait un tas de gens qui regardaient et où on a vu le processus de fabrication de l'œuvre. Et là, c'était vraiment intéressant. Le fameux Wei Wei, il avait donné du travail à 1600 personnes pendant 2 ans pour faire cette œuvre. Les graines étaient évaluées entre 70 et 100 millions. Et dans cette vidéo, on voyait des familles entières, papa, maman avec les grands-parents et la petite fille, peindre les fils plus sombres de la graine de tournesol. Et ces gens étaient heureux. Ils savaient sourire, parce que dans leur région, c'était le chômage. Et j'ai trouvé que cette œuvre était vraiment extraordinaire, non pas par son objet, qu'on pouvait voir, ses graines, ses gravillons, mais parce que derrière, Wei Wei avait donné du travail à 1600 personnes pendant 2 ans. Et c'est ça l'art. Extraordinaire.
Troisième point que j'aimerais aborder, c'est la liaison entre la sculpture et la littérature. Alors ça, c'est un de mes d'accord. Parce que je trouve que quand on peut allier discours, parole, littérature, écriture avec un objet, il y a une sorte de cristallisation qui se fait avec les deux catégories d'art, et ça multiplie l'œuvre. La volonté d'avoir un texte permet aussi de rendre l'œuvre beaucoup plus compréhensible. Je l'ai dit tout à l'heure, pour moi, être à la portée du plus grand nombre, c'est vraiment important. Je ne veux absolument pas faire des œuvres, et ce serait très facile, il suffirait de supprimer les cartels qui présentent le texte. Je ne souhaite pas que les œuvres soient réservées à une certaine élite. Mais ça pose un gros problème, très difficile à résoudre, jusqu'où aller dans les explications. Alors parfois on me dit, surtout des gens très intellectuels, il y a trop d'explications, et puis parfois on me dit le contraire, il n'y a pas assez d'explications. La limite est très difficile à choisir. Quatrième point, le vide. Tout a commencé, c'était au siècle dernier, avec mon épouse qui tenait une librairie œcuménique et puis qui me dit « J'aimerais bien que tu me fasses une belle vitrine pour Pâques. » Bon, je commence à regarder, j'ai aucune idée, puis je me dis « Bon, bah, peut-être retourner dans les textes fondateurs, les pèlerins d'Emmaüs, je relis les pèlerins d'Emmaüs et je suis frappé par cette petite phrase « Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous quand il nous parlait en chemin ?» Ça dans Luc 25. Un cœur qui brûle suite à une rencontre extraordinaire. Mais comment le faire pour que ça puisse se transcrire en sculpture? J'ai passé plusieurs nuits là-dessus, je ne trouvais pas trop. Puis à un moment, je me suis dit, mince. Quand on fait un bronze, on fait d'abord la sculpture en cire. C'était de la cire perdue. Si le cœur brûle, il fait fondre la cire, et donc ça fait un trou. Eureka, j'ai trouvé, je vais faire des trous dans mes sculptures. Et c'est comme ça que les premières œuvres ont été faites, des pèlerins d'Emmaüs, avec des trous au niveau du cœur, pour symboliser cette inflammation telle qu'elle est écrite dans le texte. Et puis progressivement, je me suis dit, mais c'est formidable, parce que quand il y a un trou dans une sculpture, la lumière, elle passe à travers. Intéressant, ça, que la lumière puisse passer dans le trou. Et donc, partant de là, je me suis un petit peu accroché à cette idée de vide, qu'on retrouve beaucoup, évidemment, dans la sagesse chinoise notamment, Lao Tzu, etc. Le vide dans l'usage, le vide dans le vase, on permet l'usage. Le vide, quand il est désencombrement, est annonciateur de plénitude. Le vide, c'est aussi le silence. Un jour, je change de nom, un jour, il y a une violoncelliste professionnelle qui vient me voir dans l'atelier et qui me dit, dans le fond, le vide dans des sculptures, c'est comme un silence dans une partition. Cinquième point, diversification des matériaux et des techniques. Alors ça, c'est aussi général en art contemporain. Les artistes sont plus monolithiques, entre guillemets. C'est plus comme Bernard Buffet, quand il a fait un tableau, on le reconnaît tous. Donc, la plupart des artistes, Éveil Veil en est un exemple frappant, vont dans toutes les directions au niveau matériel. Marcel Duchamp disait que tous les supports sont possibles. Donc là, c'est mon cas, je ne veux pas rester, je l'ai été un temps coincé dans le bronze, mais je ne veux plus. Les dernières œuvres sont en plexiglas, là, ou d'autres matériaux, mais ça c'est terminé. Sixième point, l'arte povera, l'art pauvre. Alors l'art pauvre, c'est un mouvement italien d'un groupe d'artistes, pas très nombreux, qui dans les années 69 et les années 70 se sont retrouvés ensemble. Il y avait Anselmo, il y avait Pénol, qu'on retrouve encore, qui était plus jeune à l'époque,
et qui se sont dit une œuvre d'art ne dépend pas du matériau qu'on emploie. Contrairement à ce que tous les Italiens et l'artiste italien pouvaient faire. En Italie, et à l'époque dans beaucoup de régions du monde, c'était le marbre de Carrare, qui était un marbre superbe, qui permettait de faire des œuvres. Le bronze. Et face à cette attitude des autres artistes, ces gens d'Arte Povera ont dit non, une œuvre d'art, sa valeur ne dépend pas du matériau employé. Et du coup, ils ont utilisé tout et n'importe quoi, du charbon, des toiles de jute, des salades, pour faire des œuvres, éphémères ou pas. Ça allait dans toutes les directions. Mais ça, c'était très nouveau. Et ça, j'adore. J'adore l'art contemporain, pour ceux qui étaient ici tout à l'heure, faire une œuvre, par exemple, avec les habits. Je trouvais dans une sorte de dépôt en hommage aux migrants. Ce sont de vieux habits. Mais quelle force! Le journaliste de la Voix du Nord me le disait, mais il était bousculé par le fait, avec des objets aussi simples, d'arriver à faire une œuvre aussi percutante. Ça, c'est l'Arte Povera. Alors, je me suis amusé, je l'ai fait la semaine dernière à La Rochelle, à vous mettre une œuvre là. Alors, est-ce que c'est une œuvre? Comment réagissez-vous par rapport à cette chose, objet, qui est au milieu de vous? Vous avez la parole. Parlez pas tous en même temps. Est-ce une œuvre d'art? C'est la poignée. La poignée. Qui pose question? J'ai envie de l'apprendre. Oui, on a envie d'apprendre. Monsieur le chanoine, ou Raphaël, fais le geste. Fais le geste. Ça doit peser 1 kilo. C'est lourd. Oh non. Vous voyez, d'accord? Tourne, prends un petit tour comme ça. D'autres réactions? D'autres réactions? Il n'y en a pas? Un peu comme un sac. Maryse, un sac. Un morceau de pilier qui transportait quelque chose autrefois et qui maintenant est transporté. Un morceau de pilier qui transportait quelque chose autrefois et qui est maintenant transporté. Raphaël, on va vous demander de venir mettre l'œuvre là pour que notre ami qui est derrière sa caméra puisse la filmer. Voilà. Vous pouvez le mettre là, ouais, c'est très bien. Est-ce que c'est le devant? Peut-être derrière. L'impression de voir une tête. Ah, ce profil, peut-être. Elle est balafrée du côté. Ok. Est-ce que c'est une œuvre d'art pour vous? Bon. C'est un morceau. Ah, c'est bon ça. Répétez plus fort pour tout le monde. Un morceau de Iton récupéré. Ça, c'est bien. Alors, à travers cette chose, j'ose pas dire une œuvre, je reste chose, j'aimerais essayer de vous faire comprendre l'importance de ce que je viens de dire, l'Arte Povera, et puis la liaison sculpture, littérature, écriture. Là, actuellement, vous n'avez pas de texte qui accompagne cette œuvre habituellement dans les expositions. Et du coup, ça peut être une valise, ça peut être un pilier.
particulier, ça peut être tout ce qu'on veut, on est d'accord. Mais il y a un texte. Elle n'a pas beaucoup parlé. On va demander à Anne-Sophie de nous lire le petit texte qui accompagne l'œuvre. Alors le titre c'est La pierre. Suspense. Jésus ne possédait rien, pas même une pierre pour se reposer la tête. Jésus refusait d'être propriétaire, pas une maison, pas un champ, pas une vigne, rien. Ce petit texte m'avait beaucoup interpellé également lorsque j'étais adolescent. Référence Luc chapitre 9, verset 58. Cet objet a été fait pour une des premières grandes expositions que j'ai pu faire dans une cathédrale, parce que je voulais exprimer la liaison entre ce texte de l'Écriture et cet objet ici présent. Parce que j'étais vraiment très fortement marqué par le concept, par l'idée que le Christ ne voulait rien posséder. Moi, j'aime bien posséder. J'aime bien avoir une belle maison, une belle voiture, tout ce qu'on veut. Mais lui, non. Refusait de posséder. De même qu'il a refusé le pouvoir, lui refusait de posséder. Et ce concept, cette idée, je trouve ça vraiment très fort. Et donc, pour moi, c'est l'idée qui est plus importante que cet objet. Mais il y avait un autre niveau qu'Anne-Sophie vient de lire. C'est que ce texte, avec un autre qui est celui de la pauvre veuve qui met 2 petites pièces là, et que le Christ dit, elle a donné plus que les autres. Elle a donné de son nécessaire, les autres de leur superflu. Cet autre texte, celui-là, m'ont vraiment bousculé quand j'avais 17 ans, 17-18 ans, et je me suis dit, mince, pour écrire ça, qui ça peut être? Alors vous comprenez que cet objet, vous l'avez dit, c'est du béton cellulaire, il tombe, c'est ça? Oui, c'est une des marques, oui. Du béton cellulaire, très léger. Le grand intérêt pour les expositions, c'est que c'est facile à porter. Alors je vous pose une question. Imaginez maintenant que cet objet soit en marbre de Carrare. Est-ce qu'il aurait plus de valeur que le béton? Imaginez que ce soit du bronze, qu'il soit en bronze. Imaginez qu'il soit en or. Aurait-il plus de valeur? L'Arte Povera dit non. Je termine en disant, en parlant du 7e point, La foi dans l'art. C'est le titre du livre d'Anne-Sophie. C'est évidemment quelque chose qui est pour moi important parce que je suis toujours fasciné par ce personnage, vous l'avez un peu perçu, qui est Jésus-Christ. Je suis fasciné par son humilité, son effacement, son regard sur la valeur des choses et des gens, son respect de l'autre, ce blasphémateur tel de la religion, tel qu'on l'a dépeint aussi, son refus de pouvoir, son refus de posséder. Et la foi dans l'art, pour moi, c'est quelque chose de central. Je voudrais juste terminer pour vous laisser quelques questions, si vous le souhaitez. Jean-Claude Casadesus, j'aime bien cette citation de Jean-Claude Casadesus, le grand chef d'orchestre que tout le monde connaît, nous dit ceci, en parlant de Jésus-Christ, « Je suis admiratif devant sa capacité d'amour et de don de soi. » Je voudrais terminer par 2 ou 3 citations. J'adore les citations. Une de Rodin. L'art qui a de la vie ne reproduit pas le passé, il le continue. L'art qui a de la vie ne reproduit pas le passé, il le continue. Une autre citation
de Maurice Zindel, qui était un prêtre suisse, théologien catholique, pour donner à l'homme toute sa taille et toute sa grandeur, il n'y a qu'un seul chemin. C'est que l'homme se vide de lui-même, qu'il renonce à toute possession et qu'il devienne un espace illimité de lumière et d'amour. Je vous remercie.